à tous et content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que durant ces 15 jours ça s'est bien passé pour vous, où que vous étiez ou que vous soyez sur notre planète. Alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu donc de la situation au Sénégal, vous donner un petit peu les quelques infos que j'ai et qui me paraissent, je dirais, notables, qui méritent d'être abordées dans la vidéo. Tout d'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il fait excessivement chaud. Alors vous voyez, là on est début octobre, je crois que nous sommes le 10 octobre. Donc nous sommes arrivés quasiment en fin d'hivernage, c'est-à-dire en fin de période des pluies. Mais par contre, nous avons ce que nous vivons là actuellement, c'est-à-dire toute la remontée de l'humidité dans le sol, c'est-à-dire sous l'effet de la chaleur, sous l'effet du soleil. Donc toute cette eau qui était dans les sols, cette humidité remonte. Et en fait, vous avez l'impression d'être dans un étuve. En fait, il fait excessivement chaud, enfin une moiteur. Et cette année particulièrement, je peux vous avouer que on la sent. Là, je suis venu en vélo, vous voyez, donc rien que le fait de venir en vélo, de venir ici, de m'asseoir, je suis en nage. Donc je suis complètement en transpiration. D'ailleurs, c'est pour ça que la tenue, on peut dire qu'elle n'est pas très présentable, mais je me voyais pas mettre un t-shirt, même à manches courtes, c'est intenable. Honnêtement, voilà. Donc excusez-moi pour la tenue, mais voilà, sachez que le mois d'octobre, généralement au Sénégal, c'est la fin de la période des pluies. Et vous avez une période de, je dirais, 15 jours, 3 semaines, où vous avez cette forte humidité dans l'air, voilà, cette moiteur constamment. Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau du climat. Alors cette semaine, en fait, il y a eu le Magal de Touba, donc c'était en début de semaine. Ça s'est bien passé, donc énormément, je dirais, fréquenté, puisque ce sont des milliers de personnes qui se sont retrouvées à Touba, donc pour une fête annuelle, donc religieuse. Dans l'ensemble, dans les locaux que j'ai eus, ça s'est très bien passé. Comme toujours, malheureusement, il y a toujours des accidents de voiture. Les gens qui partent là-bas, il y a toujours malheureusement des accidents de voiture, parfois graves, parce qu'en fait, il y a souvent des véhicules qui sont surchargés en passagers ou des bus, etc. Donc ça, malheureusement, chaque année, on y a droit. Mais autrement, j'ai eu que des bons échos. Donc ceux qui ont fait le Magal, j'espère que vous avez passé un agréable moment. D'ailleurs, il y a encore des gens qui actuellement, nous sommes samedi, donc sont encore à Touba, prolongent, je dirais, la fête. Et voilà ce que je pouvais vous dire. Donc nous, à Saly, c'était très calme. Les rues, c'était bien, je dirais, vidé. Donc c'était plutôt calme. Alors comme on est déjà dans une période calme, je dirais que le calme de Touba, enfin du Magal de Touba, c'est rajouté au calme habituel. Donc c'est pour vous dire. Voilà, autrement, ce que je pouvais vous dire. Concernant aussi les laissez-passer, alors j'ai eu 2 sons de cloche. J'ai des gens qui m'ont fait l'écho en me disant que ça s'est très bien passé, que la formalité a été d'une simplicité, je dirais, presque exemplaire, agréablement surpris. Ils ont simplement donc montré qu'ils avaient un attachement avec le pays. Je rappelle, soit un bail de location, soit un acte de propriété, soit voilà ce genre de choses. Donc ils ont obtenu rapidement leur laissez-passer. Et puis j'en ai eu d'autres, avec d'autres consulats où ils me disaient que ça traînait, que ça faisait 15 jours qu'ils avaient fait une demande et que pour l'instant il n'y avait pas de retour. Alors je ne sais pas, je pense que tout dépend des interlocuteurs que vous avez en face de vous, tout dépend peut-être du consulat, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas d'informations complémentaires, si ce n'est que si vous avez effectivement les documents qui justifient votre attachement ou votre attache au Sénégal, normalement il n'y a rien qui puisse, je dirais, vous empêcher d'obtenir ce laissez-passer. Pour les Sénégalais de la diaspora, excusez-moi, j'ai de la transpiration au coin des yeux, c'est pour vous dire. Pour les Sénégalais de la diaspora, donc vous, avec la nationalité sénégalaise, vous n'avez aucun problème pour venir. Si vous avez des enfants qui sont de nationalité sénégalaise, mais que vous n'avez pas une carte d'identité ou un passeport sénégalais pour eux, dans ce cas-là, voyez avec le consulat et demandez-leur un sauf-conduit. Alors, je vais penser à vous, justement, le sauf-conduit. J'ai ramené celui de mon fils, alors que j'avais fait en 2013 à l'époque. Je vous avais déjà parlé de cette anecdote. J'avais fait faire un sauf-conduit à l'époque lorsqu'il y avait eu le visa de tourisme. Et étant donné que mon fils était sénégalais, donc j'étais allé voir un consulat, le consulat de Lyon, en fait le consulat du Sénégal à Lyon, et je leur avais demandé une autorisation spéciale pour mon fils, pour qu'il puisse être exonéré du visa et puisse rentrer en France. Et donc ça se présente comme ça, le sauf-conduit. Voilà, je vais vous faire voir. Voilà.
Je pense que vous le voyez, donc sauf-conduit. Donc dessus, il y a l'identité, donc là, l'identité de Tidiane. La nationalité, donc qui est bien précisée, hein, vous voyez, nationalité sénégalaise, voilà, et avec une date, le numéro de vol, etc. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc je pense que si vos enfants n'ont pas de passeport ou de carte d'identité sénégalaise, demandez à ce qu'ils bénéficient d'un sauf-conduit pour pouvoir venir sur un laps de temps, je dirais, défini. Je rappelle que la nationalité sénégalaise, pour l'obtenir pour un enfant, il faut au minimum, je dirais, qu'il soit né d'un père ou d'une mère sénégalaise. Après, je ne parle pas de la nationalité obtenue par mariage, mais autrement pour un enfant, pas forcément qu'il soit né sur le territoire sénégalais, mais par contre qu'il ait un papa ou une maman sénégalaise. Ça, c'est impératif pour obtenir la nationalité. Voilà. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Vous voyez, décidément, ça... Excusez-moi, hein, ça coule la transpiration. Dernière chose que je pourrais vous parler, oui, hier, donc hors sujet, hein, totalement hors sujet, il y a eu la libération donc des otages au Mali. Je rappelle, un Malien, donc un député de l'opposition, une Française, enfin une Franco-Suisse, plus précisément, de 75 ans, et deux otages italiens dont on ignore un petit peu l'identité. Je crois qu'il s'agit d'un prêtre et d'un jeune Italien, mais je n'en sais pas plus à ce niveau-là. Alors, donc tant mieux pour eux, je dirais tant mieux. Je ne peux que me réjouir que les otages puissent retrouver leurs proches, leurs familles, leurs amis, etc. Ça, on ne peut que s'en réjouir. Mais ce qui me désole dans l'histoire, c'est la facture, c'est-à-dire le prix à payer. Apparemment, donc, ce qui a été négocié entre les putschistes maliens, enfin le gouvernement provisoire malien et les ravisseurs, c'est-à-dire la libération de 200 combattants islamistes. Apparemment, hein, ça oscillerait autour des 180 combattants islamistes. On n'en sait pas plus. C'est assez opaque, hein, comme dans toute négociation d'otages, il est difficile d'avoir les tenants et les aboutissants. Mais moi, je trouve que c'est quand même cher payé, voilà, de libérer 180 combattants islamistes pour 4 otages. Moi, ma première pensée, je vous le dis honnêtement, ma première pensée va pour les militaires français, les militaires maliens qui sont morts au combat dans cette guerre contre l'islamisme. Et je me dis, mais que doivent penser leurs familles? Que doivent penser aussi leurs camarades, leurs frères d'armes, face à cette libération massive de combattants qui, dans une très grande majorité des cas, je pense, vont certainement aller rejoindre de nouveau leurs camarades voilà, islamistes et continuer à perdurer le conflit. Alors, bien entendu, rien n'est bien clair dans cette histoire, puisque l'otage franco-suisse disait qu'elle connaissait certains de ses ravisseurs, qu'elle ne les cataloguait pas comme des terroristes, mais plutôt comme des opposants politiques. Donc quand on entend ce genre de propos, on se pose un peu des questions sur la légitimité de cette guerre, de l'opération Barkhane, de toute cette opération militaire dans le nord du Mali et puis dans la sous-région. Quand on nous dit que, puisqu'elle a vécu 4 ans avec eux, hein, cette femme-là, et qu'elle dit qu'elle les considère plus comme des opposants politiques que comme des terroristes. Personnellement, je pense qu'effectivement, moi, en mon humble avis, je pense qu'effectivement, on n'a pas toutes les cartes en notre possession, loin de là. On nous donne les informations qu'on veut nous donner. Mais voilà, moi je me dis qu'en ayant libéré plus de 180 combattants, je me dis, je serais curieux de savoir ce que pense l'armée malienne, ce que pense l'armée française de tout ça, et est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un découragement, une démotivation, que je comprends parfaitement, et peut-être que ça ne pourra qu'accélérer, je dirais, la fin de cette opération militaire. Du moins, moi, personnellement, c'est ce que je souhaite. Voilà. La femme de 75 ans disait qu'elle souhaitait revenir au Mali pour continuer à aider la population. J'espère que son fils, qui s'est beaucoup battu pour la libération de sa mère, je me souviens que pendant longtemps il a ramé, que les autorités françaises ne l'écoutaient pas, ou du moins eux ils suivaient leur propre logique, et puis lui il n'avait aucune information, il avait vraiment l'impression d'être laissé pour compte, hein, ou que sa maman était complètement oubliée. Je me dis que voilà, ce que je voulais dire, voilà, c'est ça, qu'elle envisageait de revenir. Je me dis que j'espère que son fils la dissuadera. Je rappelle que quand vous venez dans des zones comme ça, dans des zones sensibles ou dans des zones fragiles ou du moins instables politiquement, vous, en tant qu'individu, vous avez une part de responsabilité, c'est-à-dire que
Si vous allez là-bas, c'est à vos risques et périls, déjà. Et deuxièmement, ne faites pas en sorte que si vous arrive quoi que ce soit, derrière, ça engendre que des gens mettent leur vie en danger pour vous aider ou pour vous sauver, etc. Là, cette femme-là qui aidait la population, certes, mais elle était dans une zone dangereuse. Bon, ben voilà, je dirais sa libération avec le député malien, etc., ça a quand même un coût, puisqu'il y a 180 combattants islamistes qui ont été libérés. Financièrement, je ne sais pas si de l'argent a été versé, c'est une question que je me pose. Il faut savoir que l'Italie a l'habitude de payer pour la libération de ses otages. La France, c'est au cas par cas, je dirais selon les circonstances. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi également une compensation financière? Voilà des questions que je me pose en tant que citoyen. Et je pense que vous devez vous poser également les mêmes questions. Et je pense que cette situation-là qui s'est déroulée hier ne contribuera certainement pas à la stabilité du Mali et ne mettra certainement pas un terme au conflit actuel dans la région. Voilà ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo d'une dizaine de minutes. Si vous, de votre côté, vous avez des commentaires ou des remarques ou des choses à aborder, n'hésitez pas, comme toujours. Hein. J'aime bien que la communauté soit participative, active et qu'il y ait des échanges entre les membres. Donc n'hésitez pas aussi à donner vos commentaires, votre avis. Prochaine vidéo dans une quinzaine de jours. Et puis on parlera un petit peu de l'évolution, comment je vois la prochaine saison touristique. Est-ce que je vais constater un amorçage d'un démarrage de saison? Je vous parlerai de tout ça dans une quinzaine de jours. Sur ce, à chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous. Moi, je vais aller retrouver le bureau. Surtout, enclencher le ventilateur. Parce que là, là franchement, je suis. Hein. Allez, à très bientôt. Ciao. Merci.